de niveaux différents. Pour moi, il y a premièrement quelque chose qui est d'ordre anthropologique, c'est-à-dire parler de la culture de la rencontre. La culture, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est une manière, c'est pas seulement une manière de faire, mais c'est justement une manière d'être. Donc, ça dit quelque chose de ce qu'on est, et c'est pour ça que pour moi, parler d'une culture de la rencontre, ça veut dire justement dire quelque chose de ce que c'est l'humain. Et donc, ça a cette dimension anthropologique. Et ce que dit de l'humain, c'est que l'humain est avant tout relation. Et ça, c'est pour moi l'idée qui était centrale déjà dans Laudato Si, et que là, à mon avis, est redite avec des mots nouveaux, c'est-à-dire, encore une fois, nous parlons beaucoup de relations, comme je disais tout à l'heure avec le dialogue. Sauf que la relation, on la pense toujours comme un moyen. La relation, c'est un moyen pour accéder aux biens nécessaires pour vivre bien. Voilà, la relation, c'est quelque chose qui est au service d'une autre finalité. Et je pense que ce que dit autant Laudato Si que Fratelli Tutti, c'est que l'être humain est avant tout relation. Et que donc, la relation, oui, c'est la finalité, c'est l'essence de la vie. C'est ce qui nous fait vivre. Ce n'est pas le moyen pour obtenir le nécessaire pour vivre. La relation est ce qui dit la vie elle-même. Et donc, voilà. Là, je pense qu'une culture de la rencontre, c'est une culture qui met justement la relation au centre, qui va penser que la principale richesse à produire, ce n'est pas la richesse matérielle ou financière, mais que c'est la richesse relationnelle. Donc voilà, cette dimension relationnelle de la vie au centre. Une conséquence au niveau politique, et donc par rapport à la définition du bien commun. Je pense que le bien commun est de plus en plus, avec la crise écologique, on la pense avant tout comme les biens communs, c'est-à-dire au pluriel, les biens qui devraient être accessibles à toute personne, la terre, l'eau, l'air, voilà, ça devrait être accessible à toute personne. Donc on pense le bien commun comme les biens dont devrait bénéficier toute personne. Et je pense que là, il y a un déplacement majeur et également notamment dans Fratelli Tutti, de dire que le bien commun, justement, il va le définir avec cette notion d'amitié sociale. C'est-à-dire que le bien commun, c'est pas tellement le fait, ça renvoie pas à la distribution égalitaire des biens, mais le bien commun renvoie aux relations entre les personnes qui vivent dans une même société. Et donc, c'est un petit peu pour moi ce que notre auteur qui s'appelle Gaston Fessard, qui a beaucoup travaillé sur le bien commun, il disait le bien commun, c'est le bien de communion. En fait, le bien commun, c'est avant tout la relation qui relie les personnes. Et donc, le principal bien commun, c'est la communion. Et donc, pour moi, cette idée de communion ou d'amitié sociale renvoie justement à cette idée de relation, de dimension relationnelle qui est essentielle. Et puis, troisième dimension ou conséquence, c'est une conséquence d'ordre spirituel, parce que c'est la fin de Fratelli Tutti, enfin le début et la fin. Il va parler justement de la relation aux autres religions. Et, voilà, vous savez, il dit Fratelli Tutti commence par cette rencontre du pape François avec un sultan, et donc et cette idée que voilà, que la différence des religions, ce n'est pas un problème, ça ne devrait pas être une source de rivalité ou de violence dans le monde, mais au contraire, les religions, et il le dit très fortement à la fin, devraient être au service d'une construction commune de la fraternité. Il dit le fait de croire qu'il y a un Dieu ou un être qui est supérieur fait que, et qu'on se sent un petit peu créé par cet être créateur, nous fait de nous tous
des frères et des sœurs. Et donc, il dit les religions devraient être, cette expérience de la transcendance qui nous font faire chacune des religions, devrait être quelque chose qui pousse à construire de la fraternité, même si on ne se réfère pas au même Dieu, à la même transcendance. Il y a cette expérience de transcendance commune qui nous fait entre nous être des frères et sœurs. Donc, et c'est cette dimension spirituelle qui est aussi au service d'une société fraternelle. Et donc aussi en lien avec un projet politique. Donc vous voyez là la culture comme manière de faire, mais surtout manière d'être et de devenir, je dirais, renvoie à quelque chose qui est une conception de l'humain, à quelque chose qui est une manière d'organiser la vie en commun, la dimension politique, et une manière aussi de s'ouvrir au plus grand que nous, et donc de vivre cette expérience de transcendance. Voilà, et donc c'est un petit peu, voilà, comment je lis cette invitation à passer d'une culture du déchet à une culture de la rencontre, d'une société voilà, qui est pensée uniquement en termes d'appropriation individuelle à une société qui est pensée en termes, oui, de bien commun, de fraternité, d'amitié sociale. Je trouve que cette notion d'amitié sociale est très belle. Moi, ça me fait penser à Hannah Arendt, vous savez, qui va parler de la politique comme une relation d'amitié. Et je pense que là, voilà, il rejoint un petit peu cette idée que la politique est avant tout une question d'amitié. Et c'est énorme parce qu'en général, quand on parle de politique, on pense à quelque chose qui est plutôt fonctionnel, comment on organise la vie en commun. Et là, il dit, Hannah Arendt le dit, mais le pape François, avec cette notion d'amitié sociale, le dit très fortement, le projet politique, c'est-à-dire faire société avec d'autres, c'est avant tout une question de comment on est capable de créer des relations d'amitié entre les citoyens. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, comme ça, on a quelques minutes pour échanger, dialoguer peut-être. Merci beaucoup, Elena. Oui, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le forum de discussion qui est en bas de l'écran au milieu. Hein. Puis ces questions seront reformulées par Olivier et Benoît. Donc, allez-y, posez vos questions. Peut-être j'en tente une pour prolonger ce que vous disiez juste sur l'amitié sociale, parce que c'est un concept qui est important pour le pape, puisqu'il le met dans le titre de l'encyclique. Hein, c'est sur la fraternité et l'amitié sociale. Par contre, ça n'apparaît pas tant que ça dans le texte de l'encyclique après, un petit peu. Il n'y a pas vraiment de définition. Il faut aller la chercher, quoi. Il n'y a pas un texte qui dit voilà, l'amitié sociale, 2 points, c'est ça. Mais on comprend que c'est quelque chose qui est à développer au sein d'une communauté, au sein d'un peuple, et que c'est une étape pour s'ouvrir à la fraternité universelle ensuite. Et cette amitié sociale, donc il parle à développer au sein d'un peuple, ça rejoint cette notion de peuple qui revient aussi souvent dans l'encyclique et qui est peut-être un peu difficile à cerner parce que d'un côté, il dit c'est quelque chose un peuple, c'est délimité, voilà, c'est un peuple, ça a une culture, il ne faut pas que ça perde, il faut pas se laisser, il faut pas que la mondialisation détruise la culture des peuples, voilà. Et puis d'un autre côté, il dit qu'il faut que un peuple, ça soit ouvert. Et il critique les groupes populistes justement parce qu'ils sont fermés. Alors un peuple, est-ce que c'est quelque chose de délimité, un peu fermé, ou est-ce que c'est quelque chose d'ouvert, ou est-ce que ça s'arrête? En particulier, c'est pas lié forcément à un territoire, puisque à propos des migrants, le pape dit que chaque pays est également celui de l'étranger.
hein, c'est la destination universelle des biens. Donc, ça ne se résume pas non plus à un territoire. Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'un peuple et l'amitié sociale là-dedans? Ouais. Alors, bon, je pense que là, il y a deux termes que justement, il ne définit pas et que du coup, ça nous laisse plein d'interprétations possibles, même si, voilà, on voit bien un petit peu la philosophie et je pense que vous avez bien repris un petit peu les éléments, même paradoxaux, qui les caractérisent. Alors, par rapport à peuple, je dirais, là, ça vient de quelque chose qui, pour moi, est très lié un petit peu à son appartenance à l'Amérique latine. Voilà, est très lié d'une certaine manière à la théologie de la libération, une théologie voilà, du peuple de Dieu. C'est une expression qu'on a beaucoup utilisée en Amérique latine, celle de peuple de Dieu. Et donc, je pense qu'il y a quand le pape François parle de peuple, il y a cette référence, voilà, où le peuple, justement, c'est le peuple de Dieu. Donc, c'est pas une nation. C'est pas voilà, un peuple délimité, c'est le fait d'avoir, oui, une appartenance commune, mais peuple de Dieu, c'est pas une appartenance géographique, c'est d'avoir une référence transcendante commune, en fait. Donc je pense qu'il y a un peu cette idée dans la théologie de la libération, le peuple de Dieu est associé avant tout à une expérience de libération. L'expérience, voilà, le peuple, comme je l'ai déjà dit au début, est né de cette expérience première de libération, de la sortie d'Égypte. Donc, ça, dans toute la théologie de la libération, a été un trait majeur pour dire, voilà, on est appelé à un processus de libération. Et Dieu, avant tout, est une expérience de liberté, de libération. Et donc, être le peuple de Dieu, c'est justement s'inscrire dans cette expérience fondamentale de libération. Mais voilà, mais le peuple, voilà, même le peuple de Dieu peut devenir, voilà, peut dériver vers un populisme, c'est-à-dire vers on s'enferme, là on a une référence commune et du coup, voilà, on exclut. Au nom du peuple de Dieu, on peut exclure aussi. Et donc, c'est cette attention de dire le peuple, comme vous disiez, est avant tout quelque chose qui invite à être dans son chemin de libération permanent et en même temps le risque si on est peuple, de quelque part de s'enfermer et donc le risque de populisme. De repli, voilà, de démarche identitaire. Et c'est pour ça que je pense le lien avec l'amitié sociale et le peuple, c'est que si l'amitié sociale est avant tout une expérience de fraternité et de rencontre, c'est quelque chose qui nous ouvre à la différence de l'autre. Pour moi, tel qu'il parle de l'amitié sociale, ça peut pas être... il fait référence à quelque chose qui apparaissait dans La joie de l'Évangile et qui est une image très belle. C'est cette différence entre la sphère et le polyèdre. La sphère, c'est un ensemble qui est dans l'uniformité. Tous les points de la sphère sont pareils, on ne voit pas de différence. Et donc, voilà, c'est de dire où la nation, où la planète, s'il devient une sphère, là, on perd les différences, on devient uniforme. Et ce n'est pas à ça qu'on est appelé. Ce à quoi on est appelé, c'est plutôt à une unité qui prend la forme d'un polyèdre, c'est-à-dire un ensemble avec des facettes différentes où les différences ne sont pas gommées, mais sont mises en dialogue. Et je pense que ce qui fait le dialogue entre ces différences, entre ces facettes différentes, c'est justement cette relation d'amitié. Dans l'amitié, on ne devient pas fusionnel, on ne devient pas les mêmes. Dans l'amitié, justement, il y a cette reconnaissance de l'autre différent qui m'enrichit et cette reconnaissance réciproque des différences de l'un et l'autre. Donc, voilà, c'est pour ça que peuple, amitié sociale,
polyèdre, voilà, tout ça pour moi va un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup. Olivier, Benoît, avez-vous des questions à nous répercuter? Oui, peut-être une question ou réaction sur le côté un peu pratique des choses. Une question qui est intervenue au moment où vous parliez du dialogue et qui est donc comment est-ce qu'on peut entrer en dialogue en sécurité sans avoir peur d'être jugé ou d'avoir à mettre entre parenthèses son identité. La question en fait est aussi est-ce qu'on peut engager ou comment est-ce qu'on peut engager en dialogue quand les gens avec qui on veut dialoguer ne sont pas nécessairement initialement bienveillants. Et je rajouterais sur la culture de la rencontre, de manière pratique aussi, comment peut-on, quels sont les moyens, surtout les lieux et les moments où on peut effectivement créer cette rencontre alors qu'on est alors qu'on est quand même très dans nos différents cercles, qui soient professionnels, familiaux, amicaux, ecclésiaux, des semaines sociales, et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'occasions de rencontrer des gens qui sont différents. Voilà, donc deux sujets très pratiques. Alors, sur le premier, je dirais, pour dialoguer, il faut deux. De même que pour que voilà, il puisse avoir du pardon, il faut deux. C'est-à-dire, s'il y a un seul qui est en posture de dialogue, évidemment, ça ne marche pas. Il faut que des deux côtés, on soit dans cette posture d'accepter de se laisser déplacer par l'autre. Alors, je pense que ça fait peur parce que la première, quand on voit quelqu'un qui pense différent que moi, naturellement, je pense, on a tous tendance à essayer avant tout de le convaincre que j'ai raison. Et donc, cette posture de principe de dire et l'autre porte une partie de vérité que moi je n'ai pas. Et donc, avant de lui dire ce que je pense, je vais essayer de voir s'il a quelque chose à m'apprendre. C'est cette posture de se situer face à l'autre comme quelqu'un qui, même en étant très différent à moi, et voire opposé, il peut toujours m'apprendre quelque chose. Et vous savez, moi je pense que quand face à quelqu'un avec qui on se sent en opposition, on arrive à lui dire « Ah, mais là, tu m'apprends quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé », pour moi, ça le désarme. La manière de désarmer la violence, c'est justement de reconnaître que l'autre m'apporte quelque chose. Tant que je suis dans l'opposition, on va rester dans quelque chose qui peut très vite tourner dans la violence. Alors, reconnaître que l'autre m'apporte quelque chose, ce n'est pas disparaître face à l'autre. Et c'est ça, à mon avis aussi, qui est important d'accepter, c'est que c'est pas tout ou rien. Si je reconnais que l'autre a une partie de raison, c'est pas, ça suppose pas que moi je suis nulle et je n'ai rien à apporter. Mais voilà, donc je ne vais pas disparaître face à l'autre. Et alors, donc je pense que voilà, c'est comment, face à la différence de l'autre, j'accepte quelque part un petit peu d'être désarmée. Alors, être désarmée, ça veut dire, oui, accepter de devenir vulnérable. Si je suis désarmée, si j'accepte que je ne sais pas tout et que l'autre peut m'apporter quelque chose, c'est accepter face à l'autre une certaine vulnérabilité, un manque. Et donc, du coup, ça me met en situation de faiblesse. Et c'est vrai, ça, on n'aime pas et c'est très difficile. Mais je pense qu'il n'y a pas de rencontre possible
sans que on accepte mutuellement, on se reconnaisse mutuellement comme étant faibles. Entre des personnes qui se rencontrent solides, il n'y a pas de relation possible. Il n'y a pas de rencontre. Il va y avoir des échanges d'avis, il va y avoir peut-être des échanges de compétences, mais il ne va pas avoir de relation. Pour qu'il y ait de la relation, il faut que chacun soit prêt à dévoiler sa fragilité. Si on ne dévoile pas sa fragilité, il n'y a pas de relation possible, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de rencontre possible. Mais voilà, le problème, c'est qu'évidemment, et ça c'est normal, personne aime dévoiler face à l'autre, et encore plus à celui avec qui on est en opposition, de dévoiler sa fragilité. Mais je pense que ça, c'est un peu comme une condition incontournable. Tant qu'on ne crée pas les conditions, alors là, pour pouvoir arriver à dévoiler sa fragilité, il faut créer un minimum de confiance. Je ne peux pas m'exposer à n'importe qui. Parce que, évidemment, ça peut être très dangereux. Mais donc, comment est-ce qu'on crée les conditions de confiance pour que chacun puisse dévoiler sa fragilité? Mais ce que je suis absolument convaincue, c'est que tant qu'on ne crée pas les conditions pour que chacun puisse partager sa fragilité, il n'y a pas de rencontre possible. Ça, c'est par rapport au premier point. Et l'autre point, vous disiez, j'ai oublié. Les lieux ou les temps de rencontre pour mettre en place cette culture de la rencontre alors qu'on est très dans nos cercles, dans nos communautés, Ah qu'elles oui, soient réelles ou virtuelles. ouais, ouais. On ne rencontre plus, on a peu d'occasions de rencontrer des gens, on a moins d'occasions de rencontrer des gens qui sont différents. Donc, Ouais, ouais. Alors là, ça demande, là, par contre, je pense que ça demande un acte de volontarisme très fort, d'oser quitter. Et, alors, c'est difficile parce qu'on a notre vie pleine avec tous les lieux d'appartenance et les gens avec lesquels nous portons des projets. Donc, moi, je pense que là ça demande, voilà. Ça demande une forte force de volonté pour dire je quitte mes lieux, alors comme on dit habituellement, mes lieux de confort, mes lieux mes lieux d'appartenance, et je vais là voilà, où je n'ai pas l'habitude d'y aller. Vous savez, aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est l'expérience que je fais avec toute la question de l'écologie et celle-là. Je pense que l'écologie aujourd'hui nous a, en tout cas nous chrétiens, nous a conduit, et moi c'est l'expérience que j'ai fait à différents niveaux, à rencontrer des gens qui justement je n'aurais jamais rencontrés si je restais dans ma communauté chrétienne, dans mes lieux de professionnels et d'amitié. Et donc du coup ça m'a conduit à rencontrer des gens, des mouvements, voilà, qui travaillent par exemple depuis longtemps pour des questions que nous aujourd'hui à l'intérieur de l'Église chrétienne on commence à peine à porter, en tout cas de manière communautaire. Et donc du coup ça nous oblige d'aller rencontrer d'autres gens. Et donc tant que nous restons sur des choses que nous maîtrisons, sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps, nous allons nous situer face aux autres toujours comme des gens qui ont quelque chose à apprendre aux autres et où on va rester en tout cas entre nous. Et, il y a voilà. une question, pardon de vous interrompre, mais j'entends bien cette question de volonté individuelle, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'organisation collective, sociale ou politique pour permettre cette rencontre? Oui, alors vous avez raison, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut la volonté individuelle, il faut, oui, oui, tout à fait, l'organisation collective. Et donc là, pour moi, c'est un défi à chacun des institutions dans lesquelles nous appartenons. À commencer par l'État, mais à continuer par nos lieux nos lieux d'appartenance. Par exemple, les semaines sociales. Voilà. Est-ce que nous restons entre nous ou est-ce que nous allons
justement à la rencontre d'autres groupes, non pas pour les inviter à venir à nos conférences, à nos projets, à nos rencontres, mais plutôt pour aller participer de ce que eux ils organisent, ils mettent en place. Et ça, le faire en tant que collectivement, voilà. Moi, je trouve que c'est la seule manière justement de sortir, de créer quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est une démarche collective, vous avez tout à fait raison. Pour rester sur le sujet des relations, on a évoqué tout à l'heure la notion de déchets qui s'applique plutôt aux biens, les biens utiles ou les biens inutiles. Mais dans le domaine de la relation, est-ce qu'il y a des relations utiles et des relations inutiles? Alors, je pense que parler de relations utiles et inutiles, ça suppose de penser la relation comme un moyen. C'est un peu ce que je disais quand je disais, voilà, la relation est souvent pensée comme un moyen, ça sert à. Donc, elle est utile quand elle sert à, elle est inutile quand elle ne sert pas. Et pour moi, le défi, c'est justement de ne plus penser la relation comme un moyen. Et donc, du coup, si on ne la pense pas comme un moyen, pour moi, cette question de elle est utile ou elle est inutile ne se pose pas parce que voilà, c'est pas la relation, c'est pas un instrument pour la relation, c'est l'essence même. Alors, par contre, ce qu'on peut poser comme question, c'est est-ce qu'il y a des relations qui sont source de vie et il y a des relations qui sont source de mort. Et il y a des relations qui nous aident à vivre, qui nous aident à vivre, qui sont force de vie. Et il y a des relations qui nous tuent. Les relations de soumission, les relations de dépendance, les relations d'indifférence, les relations d'humiliation, enfin, toutes ces relations-là sont des relations et c'est des relations qui tuent. Donc, mais pour moi, c'est différent de dire une relation utile ou inutile. C'est une relation qui fait vivre, une relation qui tue. C'est une relation qui est source de vie ou qui est source de mort. Pour moi, c'est ça la question à se poser par rapport à la relation. Mais non pas comme moyen, sinon comme essence centrale de la vie. Une question, Benoît? Oui, une question peut-être plus générale sur la réception de l'encyclique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réception de cette encyclique par le monde, particulièrement parce qu'elle va à contre-courant en fait de tendances communautaristes, on va dire, qu'on voit très bien dans nos sociétés. Donc, comment est-ce qu'elle a été reçue? Alors, question complémentaire, je la pose en même temps. On voit bien qu'il y a un projet politique, enfin c'est lié, et on voit bien qu'il y a un projet politique, dans le sens politique où vous l'avez défini. Mais du coup, la question est qui peut porter ce projet politique et avec quels moyens? Alors, ouais. En fait, il y a un projet politique, mais il n'y a pas un programme politique. C'est-à-dire, après, ce projet politique peut être incarné par des programmes différents. Et le pape ne nous dit pas quel est le parti qu'il faut voter pour réaliser ce projet. Il nous donne des critères pour pouvoir poser des questions quand nous devons voter ou choisir un parti pour des questions qu'il faudrait se poser. Mais je pense qu'il n'y a pas voilà, l'idée de dire c'est plutôt un parti de gauche ou de droite qui peut porter ça. Alors,
c'est une des critiques qui a été faite par certains courants à l'encyclique de dire, et qui voilà, est parfois faite au pape François par rapport à des propos liés à l'économie notamment, que voilà, que c'est avant tout quelqu'un qui va se situer à gauche contre le capitalisme, contre le modèle actuel. Bon. Je pense que, voilà, vous voyez, on est tout de suite, je pense qu'on est tellement façonné dans nos têtes pour classer les gens. Et il faut que ce soit ou de gauche ou de droite. Il faut que ce soit libéral ou protectionniste. Il faut que ce soit d'une couleur ou d'une autre. Et donc, du coup, on reçoit ce qui nous est dit avant tout en essayant de le mettre à l'intérieur d'une case, d'une étiquette. Et donc, je pense que là, il faut faire oui, très attention. C'est politique, mais ce projet politique qui nous dit les repères à prendre en compte pour construire une société ensemble ne sont pas en soi un programme politique. Et voilà, ils peuvent se traduire dans des normes politiques très différentes. Ça n'enlève en rien notre devoir et responsabilité de discernement. En rien. Ça nous donne des repères pour discerner. Et donc, voilà, qui peut le faire? Mais nous tous, nous tous, et pas un parti particulier, voilà, pas un groupe particulier, pas une couleur particulière. Alors, oui, pour moi, si vous voulez, le risque de cette encyclique, et c'est par rapport à la réception, vous posiez la question de la réception, deux risques que pour moi j'ai vu dans la manière dont l'encyclique a été lue. C'est celui que je viens d'évoquer, voilà, et tout de suite, c'est une manière de ranger le pape dans des positions de gauche et donc dire, bon voilà, là, il devient politique, c'est-à-dire partisan, et donc il n'est plus autorité religieuse. Ça, c'est un des risques. L'autre, c'est qu'avec cette histoire de la fraternité, du bon samaritain, c'est de dire, finalement, on est toujours dans un truc bisounours, il faut s'aimer les uns les autres, il faut être gentil les uns avec les autres, et bon, voilà, et c'est réglé. Et voilà, et ça aussi, c'est passé à côté de l'essentiel. Et pourtant, malheureusement, comme il y a beaucoup de termes dans l'encyclique qui renvoient à cette idée de bienveillance, de fraternité, d'attention à l'autre, on peut rester dans une lecture justement pas du tout politique, dans une lecture il faut être gentil les uns avec les autres. Donc, pour moi, c'est les deux risques de cette encyclique, et je pense que, bon, il y a eu des gens qui l'ont lu comme ça, soit comme politique partisane, soit comme pas du tout politique et au contraire un catalogue de morale des bonnes conduites chantillettes. Mais dans son introduction, le pape présente le texte comme une modeste contribution à la réflexion. Alors, est-ce que ça veut dire que, bon, de toute façon, certains voudraient lire ce texte comme un enseignement qu'il faut recevoir de A à Z et ne contester aucune virgule, ou d'autres voudraient voir, ce sont des prises de position d'un pape de gauche, ok, bon, voilà, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Alors, est-ce que c'est un enseignement à recevoir? Est-ce que c'est des prises de position qui peuvent susciter un débat? Est-ce que c'est une incitation à débattre? Ou est-ce que c'est un peu les deux?
Oui, oui, non, je pense qu'avant tout, c'est des repères pour dialoguer, donc débattre dans le sens justement du dialogue. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui nous dit ce qu'il faut penser ou ne pas penser. Il nous dit pas. Alors, il donne des repères, ça c'est très clair. Il dit, voilà, la culture du déchet pour lui est quelque chose qui détruit et tue l'humain, et la culture de la rencontre est quelque chose qui lui permet de vivre. Donc là, évidemment, il va dire très clairement ce qu'il soutient et ce qu'il condamne. Mais après, la concrétisation de cela peut prendre des formes très différentes. Et donc, ce qu'il dit, il va condamner, il va dire certaines modalités du système économique, politique dominant, voilà, sont beaucoup plus proches de cette culture du déchet que de la culture de la rencontre. Mais ensuite, voilà, il ne dit pas, il est assez critique face à une logique libérale fondée sur uniquement l'appropriation et l'enrichissement et l'intérêt individuel. Mais à aucun moment il dit, voilà, c'est pas le libéralisme en tant que modèle particulier, c'est la philosophie, cette philosophie du libéralisme qui est fondée sur l'idée que chacun pour soi, bien-être uniquement comme accès aux biens matériels, et voilà, et relation avant tout de concurrence et de compétition entre les personnes. C'est ça qu'il condamne. Donc, à partir de là, voilà, comment est-ce qu'on construit un projet concret et qui peut prendre des formes, des modalités très différentes. Donc, oui, c'est avant tout des ressources, des repères pour débattre, je dirais, mais avant tout surtout pour construire cette maison commune, pour construire cette maison commune. Mais il ne nous dit pas quelle est voilà, la forme concrète qui va prendre cette maison commune. Simplement, il nous dit voilà quelques repères pour dire qu'est-ce qu'il devrait être le fondement de cette maison commune. Et le fondement est relationnel, est avant tout relationnel. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut évaluer, qualifier et voir si cette maison commune va dans le bon sens ou pas. Peut-être une dernière question. Une dernière question, oui. Qui reprend un peu le titre de notre rencontre, une encyclique politique. La politique peut être vue comme le fait de viser le vivre ensemble, mais comme une nécessité sociale, et la fraternité pourrait apparaître comme plus désintéressée, dans une démarche plus désintéressée. Est-ce que les deux peuvent vraiment s'articuler ? Alors, entre la fraternité et la politique qui serait une nécessité. La politique. Alors, en fait, le pape va dire, c'est là où il va mettre en lien fraternité et amitié sociale. La fraternité, il dit, voilà, souvent on la pense avant tout en termes de relations interindividuelles, et la politique, voilà, en termes de projet collectif. Et donc, du coup, projet politique. Et donc, oui, mais justement, ce qu'il dit, c'est l'amitié sociale, c'est la traduction politique de la relation de fraternité. Et donc, moi, je pense que tous les deux sont nécessaires. Et voilà, tous les deux renvoient à quelque chose de nécessaire, mais dans le sens pas utilitaire, c'est-à-dire ou instrumental. C'est pas justement le fait d'utiliser pour parler de la politique le terme d'amitié sociale, ça veut dire qu'on n'est pas uniquement dans son registre de l'utile et de l'efficace. Et pourtant, en politique, voilà, très souvent, le critère avant tout, c'est l'utile, ce qui est utile, ce qui est efficace, ce qui est nécessaire. Et en fait, le fait de dire que la politique, il faut se penser en termes d'amitié sociale, c'est d'une manière de dire que
la politique, elle n'est pas uniquement, elle ne se construit pas uniquement au niveau de l'utile, de l'efficace et du nécessaire. Il y a quelque chose, même dans le faire société, même dans le faire collectif, même dans le faire communauté, qui nous échappe. Et tant qu'on ne laisse pas cette partie ouverte, on risque de se replier sur soi. Donc, l'amitié sociale, pour moi, c'est cette invitation à sortir uniquement de l'efficace, de l'utile et du nécessaire. Et à dire, il y a quelque chose de plus grand qui nous relie, qui nous ouvre et qui nous fait aller vers l'avant. Voilà. Et qui justement, c'est pas de l'ordre de ce qu'on peut planifier, anticiper, maîtriser, contrôler. Et donc, et pourtant, il faut, quand on parle de politique, c'est organiser, c'est institutionnaliser, c'est faire des normes. La politique, c'est ça. Mais la manière voilà, d'institutionnaliser, d'organiser, c'est pour moi, tel que la propose Fratelli Tutti, c'est toujours en laissant c'est quelque chose d'ouvert, quelque chose un petit peu comme une sorte de manque permanent. Et malheureusement, quand on veut faire de la politique ou quand on veut organiser, on essaye de combler tous les manques. Et c'est de dire, il y a un manque fondateur qu'il ne faut jamais combler parce que ça nous renferme sur nous-mêmes. Il y a un auteur italien qui s'appelle Esposito qui a beaucoup parlé sur ce que c'est la communauté. Et pour moi, il dit quelque chose de très important par rapport à la communauté, que pour moi, ça fait écho à cette idée d'amitié sociale ou de politique comme amitié sociale. Il dit, quand on parle de communauté, et c'est clair, de communauté voilà, nationale ou de communauté politique, on pense à ce qu'on a en commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? On a un projet en commun, on a un patrimoine commun, on a une histoire commune, on a des normes communes. Bon, qu'est-ce qu'on a en commun? Et il dit, en fait, ce qui fait la communauté, ce qui fait toute communauté, ce n'est pas tellement ce qu'on a en commun, mais ce qui nous manque en commun. Parce que c'est quand on a un manque commun que, en fait, on se met en route vers quelque chose ensemble. Et ce qui fait la communauté, c'est le fait d'avancer ensemble vers quelque chose. Si on se définit uniquement par ce qu'on a en commun, en termes de normes, en termes de patrimoine, d'histoire, voilà, et on reste fiché. On est une communauté morte. Et ce qui fait la communauté, c'est le manque commun. Eh bien, pour moi, dans cette idée d'amitié sociale du pape, il y a cette idée qu'il faut toujours laisser cette place au manque. Si on cherche à tout combler, à tout contrôler, à tout maîtriser, là, c'est sûr, on est perdu. Et donc, c'est ce manque qui nous permet de voilà, avancer ensemble vers quelque chose de mieux. Bien, merci beaucoup, merci infiniment à Elena de nous avoir permis de mieux comprendre ce beau texte. Hein. Effectivement, aux semaines sociales, il nous semble que ça peut être pour nous aussi une source puissante d'inspiration, de réflexion, d'action. Voilà. Alors d'ailleurs, nous en proposerons un cas d'application dès la fin du mois de mai lors d'une autre soirée débat consacrée aux migrations, hein, un thème qui est très présent dans Fratelli Tutti et qui sera probablement très présent aussi lors des prochaines élections présidentielles et auquel il est important de réfléchir sereinement. Donc c'est une soirée qui aura pour titre Migration, de quoi avons-nous peur? Les défis de l'intégration. Voilà. Et donc nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble sur les peurs, sur ces peurs qu'il ne faut pas nier, hein, mais qu'on peut surmonter. Et puis, nous aurons l'occasion d'entendre sur les défis de l'intégration la directrice générale de France Terre d'Asile, Delphine Rouillot, et puis un membre du conseil d'administration de JRS, qui est France, programme, JRS, Jésuites Réfugiés Service,
qui est actif dans les Yvelines, Joseph Ziadé. Voilà, ce sera le 27 mai au soir, donc vous pouvez noter cette date dans vos agendas. D'ici là, vous pourrez retrouver l'enregistrement intégral de cette soirée sur le site internet des Semaines sociales de Rueil, ainsi que quelques autres éléments sur Fratelli Tutti. Et puis, vous pouvez en profiter pour vous abonner gratuitement à ce site en cliquant sur la page d'accueil, comme ça vous recevrez les invitations à nos prochaines soirées. Et en plus, vous pouvez bien sûr adhérer à l'association pour 20 € en 2021. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur le site. Voilà, merci encore à Elena. Et puis, bonne fin de soirée à tous. Et clap, clap, clap. Merci, bonne continuation. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci aux organisateurs. Oui. Merci aux organisateurs. Bravo. Ouais. Au revoir. Merci. C'était très intéressant. Ouais, bravo, c'était une Super. belle séance. Merci infiniment.